Mesdames et messieurs, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. C'est ce vendredi 18 août 2017 que le président rwandais Paul Kagame a prêté serment pour diriger son pays des mille collines. Au moins 18 chefs d'État étaient présents pour ces cérémonies et d'autres délégations des pays comme des organisations internationales. Sœur Bujumbura n'a pas été représentée, bien que Pierre Buyoya a été présenté à son titre personnel dans l'ancien chef d'État. Les détails sont avec le reportage de Darlene Irakoze. Les cérémonies se sont déroulées dans les enceintes du stade Amahoro de Meira. Depuis le matin, c'était l'arrivée des délégations des différents pays. Paul Kagame a prêté serment devant la Cour constitutionnelle conformément à la constitution rwandaise. Il s'engage encore une fois à diriger le Rwanda, de le protéger et assurer son plein épanouissement. Moi, Paul Kagame, je jure solennellement devant le peuple rwandais que je ne trahirai jamais la République et la Constitution rwandaise. Je travaillerai avec endurance mes fonctions. Je me battrai pour la paix et la prospérité du pays. J'assurerai la consolidation de l'unité nationale. Je n'userai jamais de la puissance qui m'est attribuée par le peuple pour mes propres intérêts, mais pour l'intérêt du peuple. Il est suivi en défilé militaire qui a clôturé les cérémonies avant le départ des chefs d'État et d'autres invités qui avaient répondu présents à ce rendez-vous. Merci à Darlene Irakoze pour l'ancien chef d'État burundais Pierre Buyoya. Il est venu à ces cérémonies comme d'autres chefs d'État pour soutenir le président rwandais à son investiture. Il reconnaît l'apogée du Rwanda qui attire beaucoup des étrangers dans son pays. Ces étrangers sont surtout curieux de savoir comment le pays s'est développé rapidement après son histoire macabre du génocide de 1994, suivait Pierre Buyoya. C'est une cérémonie d'investiture du président, nouvellement élu. Bon, tous ceux qui étaient venus, c'est qu'ils étaient invités, y compris moi-même. Nous étions de nombreux anciens chefs d'État africains. Je pense que le Rwanda, aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. C'est un pays qui fait des progrès, en particulier en matière de développement. Et ce que je sais, c'est que beaucoup d'Africains sont intéressés de venir voir au Rwanda comment les Rwandais ont fait pour sortir d'une situation désastreuse et d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Il y a donc une certaine curiosité. Et je pense que cette curiosité, on la trouve même au-delà du Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne qu'en matière de développement, les gens ont fait des progrès remarquables en peu de temps après le désastre qu'ils ont connu en 1994. Moi, je pense que c'est ça qui attire beaucoup de visiteurs. Sinon, nous étions venus à l'investiture parce qu'invités par les autorités, comme nous allons dans d'autres pays. Il a profité de la même occasion pour interpeller les protagonistes du conflit burundais d'accepter de s'asseoir ensemble pour trouver la solution à la crise qui déchirait le Burundi il y a plus de 2 ans. C'est le Pierre Buyoya. Ce n'est pas honteux de reconnaître que le pays est en difficulté. Le Burundi n'étant pas le seul à avoir de tels problèmes politiques. S'il s'avère vrai que le problème réside sur l'interprétation des articles de l'accord de paix d'Arusha, c'est à travers ce dialogue que l'on pourrait s'entendre sur tous ces points de divergence. Encore une fois, suivez Pierre Buyoya, ancien chef d'État burundais. Il y a eu la crise qui a commencé il y a 2 ans. Vous savez, entrer en crise
Ça n'arrive pas seulement au Burundi, ça arrive à beaucoup de pays. Mais seulement, ce que je remarque, c'est ce que nous n'avons pas eu une grande capacité de sortir de la crise. Parce que vous savez, il y a eu plusieurs problèmes. Il y en a d'abord qui ont essayé de dire qu'il n'y a pas de crise, alors que tout le monde entier s'alarmait, alors que les gens mouraient, d'autres fuyaient. Bon, je pense que l'approche, il faut d'abord reconnaître qu'il y a une crise grave, qui a fait des morts, qui a fait des blessés, qui nous a fait reculer sur le plan de la réconciliation. Deux, nous sommes en matière politique, il faut le dialogue, il faut accepter le dialogue de tous les protagonistes à la crise, en particulier entre le gouvernement et son opposition. Je pense qu'il n'y a pas de voies multiples. Alors, s'il y a le dialogue, on verra ce à quoi ça va aboutir. Je pense que beaucoup de dispositions de l'accord d'Arusha on trouvera qu'elles sont encore valables. Mais si jamais il y avait des dispositions que les gens estiment qu'ils sont dépassées, ou qui ne sont plus valables, à travers le dialogue, les gens vont se convenir sur autre chose. Donc, pour moi, vraiment, le message est essentiel aux Burundais, en particulier à ceux-là qui gouvernent le Burundi aujourd'hui. Il faut accepter le dialogue. Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'il y a des problèmes. Et la voie de solution des problèmes au Burundi, comme dans tous les autres pays du monde, c'est de s'asseoir et de parler. Voilà, c'était Pierre Buyoya, ancien chef d'État burundais. Certaines organisations de la société civile burundaise saluent la récente visite de la délégation du médiateur au Burundi pour discuter avec les autorités. Néanmoins, elles regrettent que la délégation n'a rencontré que les représentants du gouvernement, alors qu'il y a d'autres forces vives qui auraient pu donner les contributions sur l'organisation du prochain round du dialogue inter-burundais. C'est le cas du président de Onelope Burundi, qui trouvait que la délégation aurait cherché à identifier les prisonniers politiques. Suivez Beko Gilbert Njangwa. Il devrait rencontrer les différentes parties prenantes au dialogue inter-burundais pour au moins faire un petit briefing sur l'état d'avancement du dialogue inter-burundais. Mais ils ne l'ont pas fait. Autre chose, ils devraient normalement annoncer le calendrier du dialogue inter-burundais qui va avoir lieu peut-être dans les mois à venir. De toutes les façons, nous restons avec soif. Malgré qu'ils sont arrivés au Burundi, beaucoup de Burundais n'ont pas su ce qui devrait être fait et ce qui a été fait. Ça, c'est quelque chose qui devrait se faire et qui devrait être aussi profitable au moment de leur visite. Mais cela étant, nous attendons que le facilitateur annonce notre rencontre pour finir avec le dialogue inter-burundais externe. Parce que nous avons besoin que le dialogue inter-burundais externe puisse être rapatrié à Bujumbura. Parce que jusqu'à présent, même si l'équipe du facilitateur a rencontré les membres du gouvernement pour pouvoir peut-être savoir les politiciens qui sont emprisonnés, les dossiers. Ça, c'est quelque chose que l'Europe allait conseiller pour que l'équipe du facilitateur puisse faire de l'investigation, savoir qui sont emprisonnés et accusés en tant que
prisonniers politiques qui ne le sont pas. Avant de clore ce journal, la situation inquiétante des banques au Burundi, 70 employés de la banque Ecobank Burundi ont été licenciés. Pour cause, la banque a décidé depuis le début de l'année de diminuer l'effectif de son personnel pour introduire le système de digitalisation afin de mieux servir ses clients. Ces 10 mois, les explications fournies par l'administrateur et directeur général de cette institution bancaire qui ajoute que la décision a été motivée par des motifs purement économiques. Suivez. La banque change de stratégie et décide d'une réorganisation du travail dans la banque. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons procédé à un changement de stratégie. La nouvelle stratégie ne nécessite plus qu'on garde les mêmes effectifs qu'on avait par le passé. Et donc, on ne peut pas avoir des gens à qui on n'a pas de travail à offrir. Il en va de la pérennité de l'entreprise. Si nous nous avons réorganisé, alors nous devons adapter notre effectif aux besoins que nous avons sur le champ. Et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du commerçant au marché. Parce que même chacun d'entre nous, même je vous dis, même si on a une petite activité commerciale, chacun fait, même sans être comptable, chacun fait son petit raisonnement économique. Donc un petit commerçant au marché, s'il a 3 boutiques et que 2 boutiques, il décide de fermer 2 boutiques et peut-être de concentrer ses activités, peut-être parce qu'une de ses boutiques, peut-être, il décide peut-être d'avoir une grande boutique au lieu d'avoir 3 petites boutiques. C'est clair que l'effectif qu'il aura dans une grande boutique ne sera pas le même que dans 3 petites boutiques. Il va certainement dire, voilà, peut-être, au lieu d'avoir peut-être 10 personnes qui géraient mes 3 boutiques, maintenant j'ai une seule boutique, mais qui, en termes d'échelle, est plus grosse. J'ai besoin plutôt d'avoir 5 personnes. Donc, c'est économique. C'est une décision économique. Donc, c'est un motif économique. Ce n'est pas simplement une complaisance. Donc, assurez-vous que ce n'est pas par pur plaisir que nous décidons de faire partie des gens. Nous ne pouvons pas faire partie des gens et puis pour nous retrouver en difficulté pour servir nos clients. Donc, c'est justement parce qu'on n'a plus besoin de ces personnes qu'on arrête les contrats. On n'en a plus besoin. Donc, c'est un motif économique. La situation de l'entreprise ne nécessite plus le maintien de ses effectifs. Voilà, c'est par cette page économique que je mets en point final à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.